Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Mission accomplie pour le TGV. Il a porté le record mondial de vitesse sur rail à 574 km/h sous les yeux de milliers de spectateurs. Des représentants américains, indiens et chinois avaient également fait le déplacement. La justice plus ferme en appel. Les agresseurs des deux institutrices de Chalon-sur-Saône ont été condamnés à 10 et 4 mois de prison ferme. L'un d'eux est le grand frère d'un élève qui avait été réprimandé par l'une des enseignantes. La campagne présidentielle, à son tour, François Bayrou propose son programme dans un livret de 20 pages et s'affiche comme un président apaiseur. Jean-Marie Le Pen veut supprimer les radars automatiques et relever la vitesse limite à 150 km/h sur autoroute. L'aide peine toujours à arriver aux îles Salomon après le tsunami. Les premières images montrent des plages paradisiaques transformées en terrain vague. Des milliers d'habitants sont réfugiés dans les collines. Révolution en perspective pour la transfusion sanguine. Les chercheurs français ont ouvert une piste pour rendre compatibles tous les groupes sanguins. Une découverte qui permettrait de limiter la pénurie. Enfin, les Noah, champions de père en fils. Joachim Noah, 2,11 m, a mené son équipe à une deuxième victoire consécutive dans le championnat universitaire américain de basketball. Il est déjà une star des parquets. Un train qui va aussi vite qu'un avion. Les ingénieurs d'Alstom et de la SNCF ont donc gagné leur pari aujourd'hui. Vous l'avez vécu en direct, peut-être sur notre antenne. Il était un peu plus de 13 h lorsque le TGV a pulvérisé son propre record. Martin Goes et Emmanuel Beck. Bienvenue à bord du train le plus rapide du monde. Kilomètre 264, 14 minutes plus tôt, la V150 est dans les starting blocks. Pour la marche 093-02, départ. Départ Daniel, bien reçu. 13h01, à l'heure prévue, un monstre de puissance prend son élan. 120 km/h en moins d'une minute pour commencer. Dans la cabine de conduite, la concentration est maximale. Le record du monde de vitesse est au bout des rails. 30,1 kV, 370 ampères. Pour les heureux privilégiés invités à bord, la tension est palpable. Et avec 2 minutes d'avance. Le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est pour ainsi dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire. Mieux que le modèle. Ok, super. On se laisse aller sur l'air. Record homologué à 574,8 km/h. À bord, on respire. 100%. Je te remercie, Vincent. Enfin, je crois que les gens de Réseau Ferré de France, les gens d'Alstom, les gens de la SNCF avaient plus un poil de sec, si vous me permettez. Parce que vous avez beau faire 10 fois à l'entraînement quelque chose, aujourd'hui il fallait faire mieux qu'à l'entraînement et il fallait 0 panne et on l'a fait et ça fait 574,7 champion du monde. Je n'aime pas aller vite, alors j'avais peur. J'avais l'impression qu'on allait décoller. Heureusement, on ne l'a pas fait. À cette vitesse, il faut 15 km pour s'arrêter. Au terminus, le conducteur, le héros du jour, Eric Kekzak, peut enfin profiter de sa course. Honnêtement, je ne la savourais pas. J'étais dedans à fond. On a surveillé tout ce qu'on devait surveiller. Il n'y avait pas de saveur. La saveur, je crois qu'elle va être maintenant et peut-être ce soir. Et il découvre la gloire et ses admirateurs. 100 ampères avec je vais un petit peu les rattraper, je vais m'arrêter un peu, je vais les rattraper. Difficile à battre, le record devrait vivre au moins 20 ans. Un record qui, on l'a aperçu, a attiré des milliers de spectateurs sur les ponts et le long des voies. Un spectacle gratuit et très impressionnant. Alban Mikosi, Dominique Bonnet. Des centaines de passionnés sur tous les ponts. Certains sont arrivés à l'aube dans ce coin de campagne, jusqu'alors réputé pour sa tranquillité. Aujourd'hui, les files de voitures illustrent l'effet d'attraction sans mesure. Dors dans la voiture, ça fera 4 nuits dans la voiture, sans douche, mais ça fait rien. Des anciens cheminots comme Georges, des passionnés, des curieux, des gens enthousiastes vers midi au simple passage à vitesse commerciale d'un train classique. Celui qui vérifie que tous les équipements fonctionnent. L'heure avance, la tension est perceptible dans la foule des photographes. Je veux la photo souvenir. Et puis je veux essayer de faire la photo que tout le monde ne fait pas aussi.
13h10, voici enfin le moment tant attendu. Oh la vache, ça va vite, bordel! Le train est encore invisible, à plus d'1 kilomètre de nous. 5, 4, 3, 2, 1, et le voici. C'est une bombe formidable! Vous avez vu comment ça a passé? C'est plus qu'un fusée. C'est impressionnant. Quand la rame est arrivée, que la foule a hurlé, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah, c'était émouvant. Alors je me suis régalé. Hein. Eh bien, maintenant, je peux mourir maintenant. Cette même passion, on la retrouve en temps réel aux ateliers SNCF de Bischheim, près de Strasbourg. C'est ici qu'ont été modifiées les motrices qui ont permis d'établir ce record. On est fiers quand même d'être arrivé à faire ça. Très fiers. À Éclair, le calme n'est pas encore revenu. Pour l'occasion, on a sorti la spécialité régionale, le champagne. Et puis dans les souvenirs, il reste cette image. Alors l'une des premières questions qui vient à l'esprit, c'est celle de la sécurité à grande vitesse. Il faut rappeler qu'en 25 ans d'exploitation, pas une personne n'a trouvé la mort dans un TGV. Bruno Timsit, Sylvain Dauba. Le choc est terrible, mais le TGV résiste bien. Image de crash test chez le constructeur Alstom. À 300 km/h, voilà ce qu'il reste des automobiles qui ont croisé la route du TGV. Des morts au passage à niveau quand le TGV ne circule pas sur des voies uniquement faites pour lui. Aucun mort en revanche côté voyageurs en 26 ans. 1993, un TGV déraille près d'Amiens à 300 km/h. Il n'y a que des blessés légers. Les roues sont sorties des rails, mais la rame ne s'est pas couchée. Un miracle? Ce n'est pas l'avis du constructeur. Voici ce qui a permis d'éviter la catastrophe. Le bogie, l'équivalent du châssis des automobiles. Sur le TGV, il n'y en a qu'un seul, à cheval sur les deux wagons, beaucoup plus efficace pour qu'il reste solidaire. En cas de déraillement, le train a beaucoup plus de chances de rester debout, donc ça contribue énormément à la sécurité. A l'inverse, un train traditionnel a lui beaucoup plus de risques de se mettre en accordéon et donc de quitter la voie, de se coucher, etc. Assurer la sécurité des voyageurs, un défi d'autant plus difficile à relever à 300 km/h. Changement de phase électrique, vitesse maximale autorisée, la signalisation n'est plus sur le bord des rails, mais en cabine, dès que le TGV dépasse la barre des 220 km/h. Au-delà de 220, on n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir observer une éventuelle signalisation latérale. Ça va trop vite. Ça va trop vite, surtout en cas de conditions atmosphériques dégradées, quoi. Sur le TGV Est, les 52 rames feront aussi un passage en atelier tous les 3 jours. Objectif, qu'aucun voyageur ne trouve jamais la mort à bord du TGV. Ce soir, la satisfaction, on l'a compris, est générale. La présidente de la SNCF, on l'a aperçu tout à l'heure, Anne-Marie Idrac, se dit émue et fière. Jacques Chirac lui-même, en visite à Bayonne, salue, je cite, une fantastique performance et une nouvelle preuve de l'excellence de l'industrie française. Une seule réserve, les Verts qui estiment que ce record de vitesse masque le record du prix du billet sur la ligne Paris-Strasbourg. Un record qui était très attendu. Les enjeux sont importants, ils sont d'abord commerciaux, mais au-delà, le TGV, de plus en plus rapide, dessine aussi une nouvelle géographie de la France et de l'Europe. Cyril Za, Tristan Lebrad. Toujours plus loin, toujours plus vite, une guerre du rail à la conquête de nouveaux marchés. Avec le TGV Est, l'Europe de la grande vitesse accélère et les distances se rétrécissent. Strasbourg bientôt à 2h20 de Paris et dans 3 ans, Bruxelles à 1h20, Munich à 6h, Milan 5h28 et Madrid 8h. Dans quelques années, 270 millions d'Européens auront une gare et une ligne grande vitesse à proximité de chez eux. Sur ce marché, 3 acteurs sont en lice, le français Alstom, l'allemand Siemens et les japonais du Shinkansen. L'enjeu pour eux aujourd'hui, placer leur train sur les futurs rails. Il y a environ 10 000 km de lignes à grande vitesse qui sont prévues pour être construites. Ces 10 000 km, c'est environ 6 000 km en Europe, 3 000 km en Chine et 1 000 km un petit peu plus dans le reste du monde. Car le monde entier aujourd'hui est demandeur. La Chine a déjà lancé la construction de plusieurs lignes et poursuit ses appels d'offres. L'Inde s'apprête à suivre le mouvement et même aux États-Unis, pays de l'avion roi, on lorgne sur le TGV à tel point qu'aujourd'hui, le record de vitesse était retransmis en direct sur les plus grandes chaînes. La Californie, elle, envisage une liaison San Francisco-San Diego. Le président de son assemblée s'est déplacé à Paris. Il a souligné les atouts d'un train à grande vitesse. De telles liaisons permettront de redonner de la vie au tissu industriel et économique de ces régions. Elles préserveront aussi l'environnement. Des atouts qui ne permettraient pas au train de l'emporter sur l'avion pour les longues distances en tout cas, soit des trajets excédant
les 3 heures. Une audience houleuse au tribunal de Reims à propos d'une affaire qui avait beaucoup choqué. Vous vous en souvenez sans doute. Il s'agit de ces 2 institutrices frappées dans l'enceinte même de leur école. L'un des agresseurs était le grand frère d'un élève de CM2 qui avait été réprimandé. Eh bien, le dossier était jugé en appel et les magistrats ont alourdi les peines prononcées en première instance. Yasmina Farber, Stéphane Guimou. De la cour d'école à la cour d'appel, les 2 institutrices se retrouvent 2 mois après les faits. Leur agression à la fin d'une récréation. J'ai été frappée en tant qu'enseignante, pas en tant que personne, mais en tant qu'enseignante. Et je crois que c'est le travail de toute enseignante de faire respecter les règles de base dans une école et de les faire entendre aux enfants, quoi. Sinon, comment faire, hein? Face à elle, des garçons qui ne sont plus des bambins. Jonathan Rollet, 23 ans, et Michael Paulus, 19 ans. Le 5 février dernier, tous 2 étaient devant les grilles de l'école. Ils discutaient avec le petit frère de Michael, qui refuse de regagner son rang. L'institutrice hausse le ton, les 2 jeunes gens font alors irruption dans la cour. Les coups de poing pleuvent, Stéphanie Aubert perd connaissance. Elle est à terre quand Jonathan Rollet lui piétine le visage. Ça devient un métier difficile, où les agressions sont continuelles au niveau des enfants, hein, de l'insolence à l'insulte. Et là, en plus, cette violence a cassé quelque chose et pour retrouver l'enthousiasme et la passion du métier, il va falloir un petit peu de temps, quoi. La cour n'aura aucune explication des 2 prévenus sur cette violence, juste des excuses murmurées. 10 mois ferme pour l'un, 8 dont 4 avec sursis pour le second, des peines un peu plus sévères que celles du premier procès. Pour les enseignantes, la justice est passée. Mais quelques minutes après ce jugement, c'est le psychodrame à la sortie. Michael Paulus reçoit un coup de poing du compagnon d'une institutrice. L'agresseur est devenu victime, fraîchement condamné, il vient de porter plainte. Toujours à propos d'école, une scène qui a choqué certains parents d'élèves. Plusieurs enfants ont été mis au pain et à l'eau devant leurs camarades à Maincy près de Melun. Les familles ne payaient pas la cantine. L'affaire a donc entraîné une certaine mobilisation sur place. Benoît Bringer. Du pain et de l'eau pour seul repas. Hier midi, dans cette école maternelle, 9 élèves ont regardé manger leurs camarades. La raison, leurs parents avaient oublié de payer la cantine. C'est scandaleux. L'humiliation des enfants a été très insupportable. Les enfants le ressentent très mal, se sont sentis rejetés. Et le scénario aurait pu se répéter aujourd'hui sans l'intervention de cette femme. Il restait 7 enfants à midi pour lesquels aucun repas n'était prévu. Et en tant que représentant des parents d'élèves, membre d'une association, je suis allée acheter à manger pour les enfants qui n'auraient pas eu à manger sinon à midi. Rien d'anormal, dit-on, du côté de la mairie, où l'on affirme vouloir se montrer inflexible sur les délais de paiement à la cantine. Les repas se réservent ici 48 heures à l'avance. Nous avons offert du pain à volonté à tous ces enfants oubliés. Voilà. Et de l'eau, bien évidemment. Et donc ces enfants ne sont pas restés sans nourriture. Ils ont eu du pain à volonté. Pour la mairie, cette décision n'est que la stricte application du règlement destiné à responsabiliser les parents. Politique à moins de 20 jours du premier tour. Chacun semble à la recherche de la mesure qui pourra frapper l'opinion et provoquer le débat. Hier, Jean-Marie Le Pen a dénoncé les radars automatiques et le permis à points. Il a aussi estimé que le taux d'alcoolémie autorisé au volant devait être relevé, tout comme la limite de vitesse sur les autoroutes à 150 km/h. Nicolas Châteauneuf, Bruno Giraudot. Mais 80 km/h à ce temps-là, ou alors le goudron n'existait pas, oui. C'est du sport. Hein. Oui, absolument, absolument. Jean-Marie Le Pen aime l'automobile, mais il aime encore plus les automobilistes. À Reims, le leader du Front National s'est prononcé contre les radars automatiques, contre le permis à points, pour une grande amnistie. À l'approche du premier tour, il appuie sur l'accélérateur. Le taux d'alcoolémie me paraît exagérément bas. Je pense la même chose sur les vitesses. Mais je pense combien par rapport à l'alcool, par exemple? Moi, je pense que compte tenu, en particulier sur les autoroutes, il me semble que la circulation à 150 km/h me paraîtrait être un progrès sans risque supplémentaire d'accident. Au candidat, les formules choc, à sa directrice de campagne, l'ambiance des marchés. Faites-vous une opinion? Ce matin, à Meaux, Marine Le Pen arbore son plus grand sourire et distribue les tracts devant les caméras. Ça va la vie? Histoire de montrer l'exemple aux militants sur le terrain. Dimanche après-midi et dimanche soir,
Il y a eu des voitures cramées, il y a eu des mini-émeutes ici à Meaux, et personne ne le sait, c'est quand même drôle. Hein, voilà. Mais les gens qui vivent ici, ils le savent. Voilà. Et eux, ils veulent que ça s'arrête. Entre deux États, la discussion s'engage sur l'immigration. Pour pouvoir intégrer ceux qui sont déjà présents, que ça se passe bien, que la situation soit sereine, il faut aujourd'hui arrêter l'immigration nouvelle. Voilà. On ne peut plus continuer à accueillir. Donc pour nous qui est là, ça va, on peut rester là. Ah bah écoutez, si en plus vous nous aimez, on va vous garder. Marine Le Pen veut changer l'image du Front National et avant le 22 avril, elle veut montrer que sa stratégie est payante. Et puis à noter que Bruno Maigret, qui appelle à voter Jean-Marie Le Pen, demande que le Front National réserve 60 circonscriptions au mouvement national républicain dont il est le président. François Bayrou, lui, présentait aujourd'hui son programme d'action dans un fascicule d'une vingtaine de pages. Il souhaite rétablir la confiance et s'affiche comme le candidat de l'apaisement. Thierry Curtet, Mathias Second. Il nous l'assure, son livre se vend bien. Merci. Mais ce matin, c'est son programme en version resserrée qu'il présentait à la presse. 20 petites pages oranges distribuées à 10 millions d'exemplaires. Bon nombre de ces propositions sont déjà connues. François Bayrou veut rétablir la confiance en l'avenir, entre autres en portant en 5 ans les petites retraites à 90% du SMIC. C'est une des seules mesures réellement dépensières ou réellement chères de ce que nous avons décidé là. Nous l'avons fait exprès. Nous considérons qu'il n'est pas normal qu'après une vie de travail, une femme ou un homme en soit réduit à vivre avec 635 € par mois. Il cible ensuite Nicolas Sarkozy lorsqu'il veut reconstruire la confiance entre les citoyens et l'État. Il ne veut pas de la même police que l'ex-ministre de l'Intérieur. Il faut une police fidélisée, une police implantée, enracinée, et non pas seulement une police chargée de la répression. Les sondages peuvent donner l'impression que la campagne du candidat UDF stagne depuis quelques jours. Immanquablement, vient la question. Le moment Bayrou est passé. Depuis qu'il y a des élections présidentielles, dans les 3 dernières semaines, les candidats qui sont en tête sont des candidats qui subissent une érosion. Alors j'espère que la règle qui veut que le numéro 3 monte dans les 3 dernières semaines, qui a été souvent ou presque toujours respectée jusqu'à maintenant, sera une thèse vérifiée. Il en est sûr, les Français veulent un débat pour confronter les projets. Mais télévision et candidats ont du mal à se mettre d'accord. Alors, ils proposent autre chose. Je propose que tous les blogueurs d'Internet, tous ceux qui ont des sites, se groupent pour organiser un débat sur Internet entre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen et moi. Après ce grand oral de 2 heures, l'agrégé de lettres espère bien obtenir la meilleure note le 22 avril prochain. Un livret de campagne, c'est également ce qu'a présenté aujourd'hui Ségolène Royal. Il comporte 24 pages et sera diffusé à 13 millions d'exemplaires. Parmi les nouveautés du programme, des mesures pour limiter les abus bancaires. La candidate socialiste propose notamment le plafonnement des frais et la rémunération des comptes courants. À gauche toujours, c'est l'une des exceptions françaises. Il y aura cette année encore 3 candidats issus ou soutenus par des partis trotskistes. Comment se définissent-ils? La révolution est-elle toujours à l'ordre du jour? Julien Beaumont, Sylvain Gauthier. Du rouge chez Arlette Laguillet. Pour autant, est-elle toujours une descendante de Léon Trotsky, 70 ans après? Dans ses meetings, oubliez la dictature du prolétariat, les thèmes de campagne ce sont plutôt services publics, augmentation ou logements sociaux, même si elle pense encore au grand soir. Une candidate qui combat leur système n'a qu'une seule chance de pouvoir être élue. Être portée par une très puissante lutte sociale, des grèves, des manifestations, par l'action collective de millions d'exploités. Je la voterai parce que c'est une figure pour toute la classe ouvrière. Ma famille a toujours voté Laguillet depuis 40 ans. Moi, je vais continuer juste pour elle, voter pour... Quel que soit l'élu du 2e tour, cette colère, elle s'exprimera dans les mouvements sociaux. Il va y en avoir, j'en suis sûre de ça. Je sens trop cette colère, justement. Olivier Besancenot aussi a pris quelques libertés. Une bonne idée, semble-t-il. Le candidat à la LCR est aujourd'hui dans les sondages le mieux placé à l'extrême gauche. Chez Gérard Chibardi, l'écharpe tricolore a remplacé tous les signes extérieurs de trotskisme et pourtant derrière lui, il y a le Parti des travailleurs. Gérard Chibardi, vous êtes trotskiste? Non, socialiste républicain. Ça vous gêne pas d'être soutenu par le Parti des travailleurs? Depuis quand vous êtes socialiste? Depuis 1973. C'est pas d'aujourd'hui. Ça vous gêne pas d'être soutenu par le Parti? Ah mais non, ça me gêne pas d'être soutenu par lui. On se retrouve sur tout un tas
de projets et tout. Alors, bon, la défense commune, les services publics, rompre avec cette Union européenne, rompre avec tous les traités, renationaliser les banques, renationaliser les partis de l'industrie et tout. Se retrouver là-dessus, c'est magnifique. Vous êtes trotskiste? Mais non, je ne suis pas trotskiste. Une spécialité française, 3 candidats soutenus par des partis trotskistes, à eux maintenant de se faire une place. Et puis des nouvelles de la campagne de Philippe de Villiers. Il a reçu ces dernières semaines le soutien d'un député UMP de Nice, Jérôme Rivière, et il s'est rendu sur place aujourd'hui. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Dans ce quartier populaire, son nouvel allié, le député UMP Jérôme Rivière, lui sert de guide. Mais le candidat vendéen vient aussi tendre la main à un autre électorat, celui de Jean-Marie Le Pen. J'ai été 20 ans Le Peniste, maintenant je vous aime bien. Première touche, Philippe de Villiers n'est pas un habitué des marchés, mais ce matin, il n'oublie personne. Franchement, il est bien. Allez, 3 salades à nous, Ouais, il est mieux que les autres. Au milieu des fruits et légumes, il écoute, promet et parfois réussit à convaincre. Regardez les prix. Vous venez aujourd'hui, c'est un prix. Demain matin, ça va augmenter de 5 centimes. Vous venez après-demain, ça augmente encore de 5 centimes. Vous pensez qu'il va améliorer ça? Et alors, pourquoi pas? Vous avez voté pour lui alors? Oui. Vous faites combien d'heures par semaine? Moi, je fais 18 heures par jour. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a déjà une première chose qu'il faut faire. Oui. C'est abroger les 35 heures. Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, puis il y a des gens qui ne travaillent pas. La fin des 35 heures obligatoire, parce que je pense que c'est la seule manière de permettre aux bas salaires de regagner du pouvoir d'achat. Voilà. Et puis de libérer en France les énergies, tous ceux qui veulent créer. Vous entendez derrière la pêche qu'elle a, c'est extraordinaire. Il y a plein de gens en France qui ont la pêche. Là. Il bataille contre l'immigration, mais aujourd'hui, loin de chez lui, Philippe de Villiers n'avait qu'un objectif, la séduction. Et comme chaque mardi, on s'arrête un moment maintenant sur les grandes évolutions qu'a connues la société française ces 10 ou 12 dernières années. Ce soir, la vie en banlieue qui gagne toujours plus de terrain en France. Non pas les quartiers sensibles, on en parle souvent, mais la vie quotidienne de ces millions de banlieusards qui ne se reconnaissent pas toujours dans l'image qu'on donne d'eux. Portrait de France à Châtenay-Malabry, signé Julia Delage et Frédéric Bonne. Je suis née un tout petit peu plus bas et maman a eu un appartement, j'avais 8 mois quand on est venu à habiter ici. Donc c'était hier. Hier, c'était il y a 60 ans. Joël Barre et sa meilleure amie Dominique ont grandi ici, quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. On habitait la banlieue parisienne, on n'habitait pas la cité. Pour moi, c'est un peu péjoratif la cité, je ne sais pas pourquoi. Je préfère la banlieue. Vous allez au bled cette année? Oui. Vous partez quand? Le mois de mai. Au mois de mai? Tout le monde l'appelle Jojo. Depuis presque 30 ans, elle tient le seul et unique salon de coiffure de la cité. Peu de clients, mais beaucoup d'habitués. Entre le brushing et la mise en pli, on parle vite quartier. On part dans le cosmos. Je dis simplement que dans les escaliers, c'est vrai, c'est dégoûtant. Oui, mais moi aussi, dans mon escalier, c'est dégoûtant. Des papiers, des mouchoirs. Vous voulez qu'on y fasse? Ils viennent chercher un peu de convivialité, même si pour la plupart des habitants, le coiffeur, c'est un luxe. Ils sont déjà très courts, enfin, tu me fais quelque chose d'un petit peu plus sympa. Quand j'ai acheté ici, donc en 79, nous étions 5. Maintenant, je me suffis à moi-même. Je suis une femme qui arrive à 60 ans, donc c'est bon. J'ai fait mon temps, c'est bon. Qu'on laisse la place aux jeunes, c'est bien. Très bien. Mais par contre, la laisse. Hein. Pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Ça va? Oui, ça va. Alors bientôt, le salon disparaîtra. Cessation d'activité. Mais Joëlle n'est pas seulement la coiffeuse de la cité, c'est aussi sa mémoire. Elle tient à nous montrer l'âme du quartier, les fleurs et les arbres entre les immeubles. Dans les années 30, la Butte Rouge était l'une des premières cités-jardins, un modèle de logement social. Une époque qu'elle aime raconter aux plus jeunes. C'était vraiment le petit village, quoi. On pouvait laisser nos joujoux en bas de l'escalier, enfin, etc. Il n'y avait jamais ni de vol ni rien, que maintenant, c'est différent. Il y a 50 ans, un gamin, quand il faisait une bêtise, ses parents lui mettaient une claque et ça s'arrêtait là. Tandis que maintenant, Il faut comprendre à demi-mot, aujourd'hui, quelques dizaines de jeunes pourrissent la vie du quartier. Bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va, et vous, ça va? Elle nous fait un joli petit garçon. Pour moi, c'est gratuit. C'est pour vous, c'est gratuit. J'achète l'essentiel. Hein.
Et en fait, on ne fait pas partie des plus déshérités, malgré tout. Il ne faut pas non plus... mais c'est plus que c'était. Hein. Voilà. C'est pas la cour des miracles, malgré tout. Vous voyez, il y a une petite subtilité, là. On sent que c'est un milieu ouvrier, où les gens bossent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de boulot aussi. Mais on ne voit pas de pauvres gamins, on ne voit pas de misère noire. Il ne faut pas qu'on dérive vers la cité avec tout ce que ça comporte. La cité, c'est des éléments incontrôlables, c'est la masse qui remue dans tous les sens, les choses négatives. Les choses négatives, Joëlle les voit tous les jours, mais elle ne les remarque même plus. Et puis la butte rouge, pour elle, c'est presque un patrimoine. Toute sa famille, 4 générations, habitent le quartier. Il y a d'abord sa mère, Huguette, 83 ans, l'un de ses petits-fils, Théo, 4 ans, sa fille Ludivine, 30 ans, et dans les bras de son ami Dominique, sa petite-fille, Perline, 4 ans. Tous soudés pour préserver leur vie tranquille dans la cité. Ça brûle à Évry, ça brûle ici, ça brûle partout, quoi. C'est ça, en fait. Et des voitures qui brûlent, ça vous fait pas peur pour vos enfants? Moi, ils ont brûlé celle à mes parents au mois de mai l'année dernière, donc si, ça me fait peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont pas habitués à ça, donc je pense pas qu'ils... J'espère pas, quoi, qu'ils soient dans ceux qui foutent le bazar un jour, quoi. Il aimait sa mamie aussi, lui, hein, mon grand. Oui. Théo, oui, les bagarreurs, Théo. Mais bon, c'est pareil, on est là pour le corriger, on lui fait pas de cadeau, quoi. Mais moi, je le lâcherai pas là-dessus. Ah, ça, non. Non, non. Joëlle non plus ne lâchera pas. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais l'avenir, lui, est ici. Je suis une fille du cru. Si un jour je pars d'ici, ça sera contrainte et forcée. Ici, c'est mon oxygène. À l'étranger, les premières images du tsunami aux îles Salomon. L'archipel était connu pour ses plages paradisiaques. Beaucoup ont été engloutis par les vagues. L'aide peine à arriver. Des milliers de personnes sont toujours dans les collines. Philippe Rochaud. La vague n'a guère dépassé 1 mètre à cet endroit et ces touristes australiens en ont été quittes pour la peur. Mais sur d'autres plages des îles Salomon, elle atteignait 5 mètres de hauteur, inondant la côte sur une centaine de mètres, emportant les maisons des pêcheurs. Dans la seule région de Gizo, 13 villages ont été détruits, 28 corps retrouvés, mais sans doute plus de victimes sur cette côte difficile d'accès. Les habitants des îles Salomon s'apprêtent à passer une nouvelle nuit sur les collines dominant le littoral. Ils redoutent qu'un nouveau tremblement de terre ne provoque une autre vague meurtrière. 5000 personnes sont touchées par la catastrophe. Cette femme raconte qu'elle a réussi à fuir la vague du tsunami avec son enfant, mais que dans son village de pêcheurs, tout le monde n'a pas eu cette chance. 4 ou 5 personnes sont mortes. Le tsunami provoque une crise humanitaire dans un archipel déjà pauvre. Les circuits d'alimentation sont perturbés, les réserves en eau potable sont polluées. Parmi les victimes, un Néo-Zélandais, mort noyé alors qu'il tentait de sauver des familles. Nouvelle-Zélande et Australie soutiennent traditionnellement les îles Salomon, mais redoutent d'autres tsunamis. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres répliques dans la région dans les 2 ou 3 jours. Ce tsunami ne devrait pas faire plus de 100 morts, mais c'est un avertissement. Il n'existe aucun système d'alerte sérieux dans cette région du Pacifique. En bref, la visite qui fâche George Bush, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, est arrivée en Syrie pour un déplacement interprété comme le signe d'un rééquilibrage de la politique américaine. Madame Pelosi rencontrera demain le président Bachar el-Assad. Il faut rappeler que l'administration américaine boycotte la Syrie depuis l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri il y a 2 ans. La bataille pour le pouvoir continue en Ukraine entre les 2 Victor. Jusqu'à présent, le président pro-occidental Viktor Yushchenko partageait le pouvoir avec la majorité néo-communiste au Parlement. Et bien, après des semaines de blocage, il a décidé de dissoudre ce même Parlement et de convoquer des élections, provoquant la fureur des fidèles du Premier ministre Viktor Yanukovych, qui a saisi la Cour suprême et appelle, vous l'avez vu, ses partisans à manifester à Kiev. Et puis nous en parlions la semaine dernière, en Chine, la maison du couple rebelle devenu porte-parole des expropriés a fini par être démolie hier soir. Un accord plutôt avantageux pour le couple a été trouvé avec le promoteur, un accord qui met fin à ce conflit vieux de 3 ans.
Santé, c'est une révolution en perspective pour la transfusion sanguine. Vous connaissez, comme tout le monde, la contrainte en vigueur. Seul un donneur de groupe A est compatible avec un receveur de ce même groupe. Eh bien, des chercheurs français ont ouvert une piste pour rendre compatibles ces différents groupes. Une découverte qui permettrait de limiter la pénurie. Jean-Daniel Flezaki et Pascal Caron. Pour faire une transfusion sanguine, il faut s'assurer que les groupes sanguins du donneur et du receveur sont compatibles. Comment les caractérise-t-on? Grâce à la présence, à la surface des globules rouges, de ce qu'on appelle un antigène, une sorte de carte d'identité propre à chaque groupe. Il y a 4 groupes principaux, A, B, AB et O. Théoriquement, une transfusion ne peut se faire qu'entre personnes du même groupe sanguin. Seule exception, le groupe O peut potentiellement être transfusé à tous les autres groupes car il n'y a pas d'antigène à la surface des globules rouges. Transformer des sangs du groupe A, B ou AB en sang du groupe O, c'est sur ce chemin qu'avancent des chercheurs danois, américains et français. Ils ont découvert des protéines, plus précisément des enzymes, capables de débarrasser les globules rouges de leurs antigènes. Une découverte qui pourrait simplifier la vie des transfuseurs. On pourrait envisager de ne stocker qu'un seul type de sang dans les centres de transfusion. Donc la gestion et l'approvisionnement, un seul type de sang est plus légère que d'avoir 4 types de sang comme actuellement. Mais je pense que ça, c'est du très long terme. Mais être du groupe O ne suffit pas pour être donneur universel. Encore faut-il ne pas avoir un autre antigène, le célèbre facteur Rhésus. Les seuls vrais donneurs universels sont donc les personnes de groupe sanguin O, Rhésus négatif. C'est ce sang que l'on transfuse en priorité. Il est rare, 6% des dons. Avec cette nouvelle technique, on pourrait faire grimper les quantités disponibles à 15%. L'environnement avec le sommet de Bruxelles qui se poursuit. Voici peut-être une piste pour les biocarburants de demain. Après les betteraves et le colza, il s'agit des algues. Les recherches sont très prometteuses. Laurence Decherf, Mathias Barois. De l'eau de mer vers le carburant vert, il n'y a qu'un pas à franchir. Depuis quelques mois, plusieurs équipes de chercheurs français travaillent sur les algues microscopiques issues du plancton et riches en huile. Objectif, trouver la perle des algues. Certaines produisent peu de lipides, d'autres produisent beaucoup de lipides. Vous avez vu les différences, les couleurs, les concentrations. Le challenge est de trouver justement l'algue ou quelques algues qui produisent le plus possible de lipides. De l'huile à profusion dans ces algues de quelques millièmes de millimètre. Ces taches lumineuses montrent un potentiel énorme en énergie, comparé aux plantes terrestres, comme le colza ou le tournesol, qui ont leurs limites, d'après certains agriculteurs. Il n'y a pas assez de surface parce que quand on veut avoir une agriculture durable, on ne peut pas multiplier les surfaces. Quand celles-ci produisent au mieux 1500 litres à l'hectare, les microalgues produiraient au moins 24 000 litres, soit 20 à 30 fois plus. Et pour les cultiver, il suffit de... Là, vous avez de l'eau de mer, vous avez des éléments nutritifs et du CO2, ce qui fait leur intérêt. Mais le CO2, contrairement aux plantes terrestres, on peut l'apporter. En recyclant le dioxyde de carbone et l'azote issus par exemple des stations d'épuration et sans utiliser de pesticides, les microalgues ne présentent que des avantages pour l'environnement. On va ensemencer des lagons, on va ensemencer des marais, ensemencer des surfaces beaucoup plus importantes qui, elles, vont cultiver l'algue à un coût moindre avec le soleil en extérieur. D'ici 3 ans, des essais seront réalisés sur les véhicules. Reste à connaître le coût réel de ce biocarburant du monde marin. À propos d'environnement, l'histoire étonnante de Knut, nous vous montrions récemment cet ourson polaire devenu une star en Allemagne. Eh bien, le nombre de visiteurs a doublé depuis sa première apparition dans le zoo de Berlin. Et du coup, l'action du zoo, qui est cotée en bourse, a grimpé en flèche, plus 31% en 10 jours. Une drôle de fable. Knut, vous vous en souvenez, est élevé par un soigneur. Sa mère l'avait rejeté à la naissance. Sport, il est le digne fils de son père, Joachim Noah. 2,11 m a mené son équipe à une deuxième victoire consécutive dans le championnat universitaire américain de basketball. Il devrait maintenant rejoindre la prestigieuse NBA. Nathanaël de Rinxin. Malgré la fatigue, Joachim Noah a encore la force d'escalader la tribune pour aller embrasser sa maman. Chez les Noah, le bonheur se partage en famille. Il y a quelques minutes, son équipe des Gators a conservé son titre. À 22 ans, le voilà désormais double champion universitaire de basket, une référence. On va faire une énorme fête. Ça va durer un jour, une nuit. Vous ne pouvez pas imaginer. Seuls les Gators peuvent savoir de quoi je parle. Cette nuit, devant 50 000 personnes, le jeune Noah n'a pas tremblé. Il a inscrit 8 points
à des moments importants de la finale. Du haut de ses 2,11 m, Joachim est incontournable dans son équipe. Et même si hier soir il n'a pas été désigné meilleur joueur de la rencontre, son père, présent dans les tribunes, a apprécié sa performance. L'an passé, Joachim Noah aurait pu intégrer la NBA, la ligue de basket professionnelle. Il a préféré rester dans cette université de Floride. Tu vois, c'est un bordel, c'est super. Bob, bien sûr, il est là. Et bien sûr, à côté, la couverture du Rolling Stone, du grand Dreadlocks français, Yannick. On t'aime, Yann. Dans quelques semaines, Joachim Noah va changer de chambre, de ville. Il va jouer en NBA et gagner beaucoup d'argent. Les spécialistes lui prédisent même un avenir radieux parce qu'il joue bien et qu'il est de la race des champions. Il joue bien et il galvanise son équipe. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, Dans les corps d'un premier film signé Magali Richard Serrano, tiré de sa propre histoire. Elle a été championne nationale de boxe française. Marie-Jo Jouan, Pascal Stelletta. On cogne. Angie, tu te poses pas de questions puis t'y vas. D'accord, parce que t'es prête. T'as jamais été aussi prête. Sandra, tu fais pas n'importe quoi, tu te bagarres pas, tu construis. La boxe, c'est ici une affaire de famille. C'est le père qui entraîne ses filles dans un club de banlieue, devenu comme une deuxième maison. L'une sera championne, l'autre pas. Il n'a pas d'autre chose à proposer. Parce qu'il n'a pas été à l'école et parce que c'est comme ça. Il veut donner ça à sa fille. Sauf que sa fille, c'est une jeune fille qui a envie de s'habiller en fille, qui un jour voudra faire autre chose que de donner des coups et de prendre des coups. C'est un collectif, la boxe. On est une famille. La petite fille sur la photo, c'est la réalisatrice Magali Richard Serrano, double championne de France de boxe française. Elle raconte son histoire, comment elle s'est affranchie de la boxe pour devenir cinéaste. J'ai eu envie de me pencher sur le pourquoi moi j'ai eu envie de trouver un autre chemin qui était plus le mien. Trouver un autre mode d'expression que la boxe. Il n'y a pas que la boxe dans ma vie. Faut être ton père pour croire ça. Je voulais vraiment que chaque moment de boxe raconte une émotion du personnage. Donc participe à faire avancer l'histoire et pas juste là pour montrer du spectacle. En attendant, les jeunes comédiennes ont dû apprendre 8 mois d'entraînement. Magali, c'est vrai que comme c'est une boxeuse, elle nous disait mettez des placements, c'est pas ça, mais monte ta garde, monte ta garde. Et elle était très dure avec nous par rapport au fait qu'il fallait que ça ait l'air réel. Un milieu où la souffrance prend une autre dimension, où il faut toujours aller de l'avant. C'est angoissant l'idée de faire mal. Cette violence-là, ça me rendait très nerveuse. Un milieu où on se serre les coudes, où l'on crée des liens. On sait à quel point la boxe est cinématographique. Pourtant, la réalisatrice n'a pas voulu combattre sur le ring des poids lourds. C'est tout en légèreté et en humanité qu'elle gagne par KO. Sortie demain, donc, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko qui nous annonce un coup de frais. 20h50, ça se discute jour après jour. Jean-Luc Delarue à la ferme ce soir. À demain.